Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en direct sur un petit chantier parce que j'ai l'idée de vous faire un petit tuto. Alors ça ne s'adresse pas aux maçons confirmés, c'est vraiment pour les gens qui débutent dans la maçonnerie. Je vais leur donner quelques bases pour monter un mur en parpaing. Voilà, donc les maçons, voilà, je vous vois venir, c'est pas pour vous. Mais vous pouvez quand même regarder si jamais ça vous intéresse et me faire des retours si c'est bien expliqué ou quoi. Ça s'adresse vraiment, en fait j'ai eu plusieurs demandes, dont une, voilà, quelqu'un qui n'est pas du tout du métier, qui veut faire sa maison tout seul, donc c'est ce qui m'a inspiré à faire cette vidéo. Je vais essayer de vous donner des bases solides, des explications claires, voilà, pour que vous puissiez vous-même attaquer vos murs. Si vous avez un mur de clôture, une petite extension de maison, voilà, et que vous n'êtes pas du tout du métier, je vais vous partager mes compétences là-dessus et essayer d'être le plus clair possible pour que vous compreniez un peu le processus. Donc là, je vous montre, c'est un tout petit chantier que je fais là pour une cliente chez qui je viens travailler assez régulièrement. On m'a demandé un petit muret là pour habiller ce talus. Donc on a fait les fondations et on va maintenant attaquer le mur. Donc ce qui est très important comme repère pour votre mur, c'est ce qu'on appelle l'aplomb. Donc l'aplomb, c'est la verticalité parfaite. Pour ça, il nous faut des repères. Donc déjà, un parpaing, on ne travaille pas avec un niveau, ça c'est assez important aussi pour être précis. On travaille avec un fil à plomb. Je vais vous expliquer ça un peu plus tard dans la vidéo, ce que c'est, comment ça marche. Il nous faut des repères, donc l'aplomb, donc c'est la verticalité. Donc là, on va imaginer que c'est la largeur du bloc. Donc le bloc, s'il est comme ça, il n'est pas du tout vertical, il penche vers là-bas, donc il faut le redresser, tac, jusqu'à ce qu'il soit droit. Donc le fil à plomb, il va nous servir à savoir s'il est droit. Donc on va démarrer, il nous faut tracer le bord du mur, ça va être notre repère bas, c'est là où on va aligner le bas de l'agglo, et donc il n'y aura que le haut à régler d'aplomb. On va faire un bloc à une extrémité, un bloc à l'autre extrémité, les deux parfaitement réglés, donc qui suivent le repère au sol, le trait qu'on va tracer d'alignement du mur, et qui sont réglés avec le fil à plomb parfaitement vertical. Et on tend un cordeau, et du coup après ce cordeau nous sert de repère pour les agglos qu'on va mettre entre ces deux blocs d'extrémité. En bas on n'aura qu'à suivre le trait, aligner l'arête du bas au trait, et en haut ramener l'agglo jusqu'au cordeau sans qu'il le touche. On va laisser un petit jour parce que s'il le touche ça nous fausse évidemment notre référence. Je vais vous montrer ça, on ramène l'agglo jusqu'à ce qu'il soit à une petite distance, quelques millimètres, 1 ou 2 mm du cordeau, voilà, et on va voir ce jour, ça va être notre référence pour le haut de l'agglo. Une fois qu'on a fait notre premier rang, il n'y aura plus le trait, la référence, en fait, on aligne l'arête du bas au rang, à l'arête du haut du rang inférieur. Ça, ce sera notre référence du bas, et pareil, après, le bloc, on prend l'aplomb sur lui-même, et ensuite, une fois qu'il est pris sur lui-même, jusqu'en bas du mur. Voilà, ce qui va permettre de savoir si on rentre ou si on sort. Donc ça, je vais essayer de vous le montrer détaillé quand on va attaquer. J'espère que vous m'avez bien suivi, que j'ai été clair. De toute façon, on va regarder au montage. Si ça va pas, on va reperfectionner ça. Ça va être clair, les amis. Allez, c'est parti. Pour ça, il faut déjà qu'on commence par tracer. Donc, on va tracer. Tu peux poser la caméra sur le trépied si tu veux. Assistante, monteuse, chef, capitaine. Donc là, pour le traçage, je vous en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais il y a un rodin, ce qu'on appelle un rodin, donc un décalage de niveau sur la fondation. Et pour tracer mon alignement, alors j'aurais pu utiliser un laser, mais comme la distance est courte, je le fais au cordeau. Et donc pour y arriver à faire mon trait sur toute la longueur, j'ai placé un agglo pour compenser la différence de niveau. Et tout reporter après d'aplomb pour avoir mon trait sur les deux niveaux. Ok, donc là les amis, on a tracé l'alignement de notre mur. Donc notre agglo il va venir là. Donc nous on est sur des agglos de 20 en largeur. Donc ça c'est ce qui va m'indiquer l'alignement. Donc quand on va poser, on va mettre l'arête inférieure, donc celle du bas du bloc, sur le trait. Et avec le fil à plomb, on va régler la verticalité du bloc et on va tendre d'un bout à l'autre. Ici, le terrain est un peu en dévers, donc j'ai fait ce qu'on appelle un rodin dans ma fondation. J'ai fait une marche. Je fais en sorte qu'elle fasse la hauteur d'un parpaing.
Donc, vous voyez même la trace du parpaing, quand j'ai coulé, je l'ai posé dessus, c'est ce qui m'a fait mon repère. Donc ça, c'est voilà, ces petites fondations coulées à la main, j'ai pu le faire comme ça. Si on fait avec du béton de centrale coulé au camion, il vaut mieux coffrer plus solidement avec des bois, des piquets pour voilà, vraiment avoir un coffrage qui tient, parce qu'il y a une certaine pression quand on coule à la toupie ou à la pompe. Là, à la main, on peut se permettre de faire des trucs beaucoup plus légers. Voilà, donc il y a un rodin, il va falloir que je fasse une première partie pour rattraper le niveau de cette marche. Et après, on pourra envoyer des lignes complètes. Donc là, on a notre alignement de mur. On a les blocs qui sont là. Maintenant, il nous faut le mortier de pose. On va aller le faire tout de suite. La texture est assez importante. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand vous débutez, que vous n'avez pas vraiment l'habitude du coup de main pour régler l'aplomb, en fait, ça devient un peu instinctif quand on prend de l'expérience. Mais au départ, je vous recommande, c'est mon avis, mais je pense que voilà, les autres maçons, dites-moi si j'ai tort ou pas, je vous recommande un mortier un peu ferme. Parce que ça vous permet beaucoup plus de réglage qu'un mortier trop souple ou trop dur. Voilà, juste un peu ferme, je vais vous montrer, on va le faire comme je vous explique. Quand on prend l'habitude, qu'on arrive à envoyer et qu'il faut aller vite, un mortier un peu plus souple est mieux pour être plus efficace, plus rapide. Mais voilà, il faut être plus juste tout de suite au niveau du réglage. Donc pour commencer, c'est pas le top. Il vaut mieux un béton un peu plus ferme, ce que je vous dis. On va aller faire le mortier et je vais vous montrer un peu la texture, à quoi ça ressemble. Bon, alors là, les amis, on se retrouve à côté de la bétonnière. Voilà, mortier, c'est sable et ciment et eau. Là, c'est un peu différent du béton. Bon, si vous avez regardé ma vidéo sur le dosage du béton, le dosage pour du mortier est beaucoup moins important que pour du béton, parce que c'est pas ça qui fait la rigidité d'un ouvrage, c'est les ouvrages en béton. Si vous avez bien suivi ma vidéo tuto béton, vous devez le savoir, je n'aurais pas à vous le redire. Bref, donc là, mortier, pour que ce soit plus facile pour poser, il ne faut pas le faire trop riche. Donc là, on est dans des dosages maximum 300 kg de ciment par mètre cube. Si le mortier est trop riche, ça va vous compliquer la vie pour régler vos agglos. Et en plus, un mortier plus dur, plus résistant, est pas forcément mieux voilà, pour le mur. 300 kg max, même si c'est un peu inférieur, c'est pas très grave. C'est pas ça, je vous répète, qui fait la solidité. N'allez pas non plus mettre que du sable, ça tiendra pas. Mais voilà, il faut être juste dans un dosage ni trop pauvre ni trop riche. Voilà, entre 250 kg et 300 kg par mètre cube, c'est parfait. Il existe plusieurs types de sable. Moi aujourd'hui j'ai un sable de carrière, donc du sable concassé. Mine de rien, ça a son importance. Le sable de rivière, donc du roulé, est beaucoup plus agréable à travailler, beaucoup mieux. Surtout en été, quand il fait chaud, je déconseille le sable que je vais utiliser là. Le sable de carrière, quand il fait chaud, ça sèche beaucoup trop vite. Du coup, il faut faire des petites quantités de mortier, sinon on ne peut pas le travailler. C'est pas impossible, mais c'est pénible quand on a beaucoup à faire. L'été, il vaut mieux privilégier du sable de rivière. Là, voilà, on est en automne, ça ira très bien. C'est un petit ouvrage, je ne vais pas faire des grosses quantités de mortier. Donc voilà, sable de carrière. Donc nous, on a la chance d'avoir une carrière à proximité de chez nous. Ça nous permet d'avoir des tarifs intéressants. Donc c'est du concassé, c'est de la roche qui a été broyée. La granulométrie pour la pose d'agglo est importante aussi. Il ne faut pas un sable trop fin. Donc idéalement du sable 0,4, 0,5 max. Mais n'allez pas prendre du 0,2, c'est pas bon, ça va aussi sécher trop vite. Donc ça, on est sur du 0,4, c'est très bien. Donc 0,4 de 0 mm à 4 mm de section. Donc c'est parti, pas besoin là de dosage précis au seau comme des bétons structure. Là on peut y aller à la pelle, donc moi 35 grosses pelles pour un sac. Ça peut faire à peu près du 300 kg mais approximatif et ça va très bien. Petite précision, comme pour le béton, si votre sable, s'il a plu par exemple la veille, qu'il est imbibé d'eau, attention à l'eau. Là, ça par exemple, ça a un réel impact. Moi, je vais mettre 2 seaux d'eau. Il faudra probablement que j'en rajoute, mais le sable est très sec. S'il avait plu toute la nuit, il serait imbibé d'eau. Il a fallu que j'y aille plus doucement. J'aurais mis qu'un seau et j'aurais rajusté après. Attention, parce qu'on se fait avoir facilement quand on n'a pas l'habitude aussi, avec le dosage de l'eau. Vous pouvez retrouver avec un enduit qui devient trop liquide et du coup, vous ne pouvez pas le travailler. Un mortier. Donc voilà, attention à votre sable, est-ce qu'il est mouillé ou pas, voilà.
Les amis, je suis avec ma chérie, la monteuse chef capitaine. Enfin voilà, vous avez compris, c'est la boss ultime. Elle m'a fait une remarque vraiment très intéressante. Je vais la partager, c'est qu'en fait, effectivement, je vous dis 35 pelles. 35 de mes pelles à moi, ce ne sera pas forcément 35 pelles de votre femme ou de votre fils ou de vous-même. Pour vous donner un repère, j'ai envie de vous dire 12 seaux de 10 litres, à peu près 120 litres de sable. C'est un dosage pas mal pour du mortier, pour des blocs de ciment, comme on va poser là. Allez, c'est parti. Il faut juste qu'on trace le petit retour, parce qu'en fait mon mur il est en angle, donc on va tracer le retour, ça va nous servir de base pour démarrer. Donc voilà, là on a tout sur place, le mortier est là. Il y a les ferrailles, donc les ferrailles c'est les ferrailles des raidisseurs, des poteaux en béton qui vont être à l'intérieur du mur. Donc c'est ça que je vous disais qui va faire la réelle rigidité de l'ouvrage. Voilà, pour les poteaux, vous avez vu comme ça tient un petit talus, donc c'est de la roche. Normalement on devrait faire tout le mur en béton à banchet. Mais comme là on est sur, c'est uniquement de la roche, des pleines plaques de strates, donc il n'y a pas de poussée. Donc je fais un mur en aglo creux. Par contre j'ai mis, pour un mur classique on aurait mis des épingles, donc juste 2 fers. Là j'ai mis des chaînages 10-10, donc 4 fers pour quand même un peu rigidifier. J'ai un peu surdimensionné. Sur un mur de clôture par exemple, vous n'avez pas besoin de mettre des ferrailles aussi conséquentes. Ces poteaux en fait, du coup c'est des blocs spéciaux, hein, des blocs d'angle on appelle ça. Donc ils ont tout cet espace là pour accueillir la ferraille et par la suite pouvoir couler notre poteau à l'intérieur du mur. Donc ce sera rempli de béton pour faire le poteau en fait. Et ce que je peux vous dire d'autre là, c'est que du coup on va régler les extrémités. Donc les extrémités c'est là où il y a les ferrailles, donc ce sera avec les blocs d'angle. J'ai tracé mon trait, donc qui va être mon repère d'alignement du mur, mais également mon repère pour positionner mes aglos. Je l'ai tracé à l'extérieur, c'est toujours beaucoup plus simple. C'est pas impossible de tracer l'intérieur, mais c'est beaucoup plus simple si on trace l'extérieur, parce qu'on va venir poser nos blocs comme ça. C'est plus facile avec ses yeux et ses outils d'aller faire nos réglages sur l'extérieur du mur par rapport au côté sur lequel on travaille. Allez, c'est parti, on va faire ça. Donc le mortier, voilà la texture que je vous recommande. Donc le mortier qui se tient quand même, il va vous permettre plus d'erreurs au niveau du réglage. Et donc c'est plus simple quand on débute. Là, voilà, petite technique aussi, le bloc en fait, comme il faut que ce soit du béton, il ne faut pas qu'on ait de mortier à la base. Donc il faut sur la partie du poteau mettre le minimum de mortier, donc on fait des petits boudins. Dans tous les cas, à la fin, il faut ouvrir le bloc du bas pour enlever les résidus de mortier qu'il y a, recoffrer et couler notre béton. Il ne faut pas de mortier, le mortier il n'a pas la résistance qu'on veut avec le béton. Donc ça c'est assez important aussi quand on veut faire un mur de qualité on va dire. Donc moi je fais des petits boudins comme ça. Voilà, ça me permet déjà de contrôler la qualité de mon mortier, la texture. Et je viens voilà, avec le dos de la truelle. Hop, je prends mon boudin sur ma truelle. Je mets ma taloche là sur le trait pour pas venir déborder de l'autre côté et je dépose mon boudin comme ceci. Voilà, je laisse le trait quand même visible. Ce qui va me permettre que quand je positionne mon aglo, je vois où je vais. Donc je fais ça sur les 4 côtés du poteau. Pareil de ce côté. Voilà, mon trait est toujours visible. Ici j'ai pas de trait donc je prends pas la taloche. Si ça déborde on pourra le gratter après. Voilà, je me fais mon 4e truc. Voilà, donc là j'ai le carré du raidisseur. Et ensuite je pose au milieu. Voilà, des bonnes truelles comme ça. La mise en place du mortier aussi, pareil pour le réglage, elle a une importance. On fait pas comme une arase un truc plein. C'est pas bon, vous n'aurez pas assez d'amplitude de réglage en fait. Donc ce que je fais moi c'est 2 boudins. Donc pareil, je mets ma taloche, je vais écarter d'un côté, toujours en laissant le trait visible. Et je fais un autre boudin de l'autre côté. Vous voyez sur le milieu il y en a très peu. Le gros du mortier il est sur les côtés.
Donc je viens empiler mon bloc d'angle. On passe la ferraille dedans. Et vous voyez comme je suis au-dessus là et que j'ai mon trait à l'extérieur, et ben je vais directement poser mon arête du bas, voilà, aligné au trait. De par en haut je le vois. Donc là mon aglo en bas, je le lâche, il est bon. On le tape pas tout de suite, on va prendre un repère avec le fil à plomb. Donc le fil à plomb, je vous expliquerai ce que c'est. Donc c'est cet outil. Pourquoi on utilise cet outil plutôt qu'un niveau? Parce que en fait les aglos sont pas parfaits. Et le niveau en fait, si l'aglo fait une petite bosse ou un petit creux, il va pas vous donner exactement la verticalité. Et la bosse ou le creux va fausser en fait votre repère. Le fil à plomb, ben, c'est un outil assez bête mais très précis pour ça. C'est-à-dire que quand on prend une ficelle avec un poids au bout, voilà, une fois que la ficelle est stabilisée, c'est-à-dire une fois qu'elle balance plus, et bien vous avez une verticalité parfaite. Donc le fil à plomb, il est composé de ce poids là qui est circulaire et d'une platine. Donc la platine, elle fait, voilà, la taille du cercle. Donc c'est à dire que nous en haut on va poser la platine contre l'aglo. On va le descendre en bas du mur. Et pour être sûr qu'on soit parfait, il faut que déjà que le fil il bouge plus, il soit stabilisé. Donc c'est pour ça que moi j'ai un fil à plomb un peu gros, il y en a des petits, les petits sont moins pratiques parce qu'ils mettent plus de temps à se stabiliser. Et là, du coup, on va laisser vraiment un jour, mais vraiment infime, juste pour se dire qu'on n'est pas en appui contre l'aglo. Donc un jour infime, ça veut dire qu'on est bon. Donc là, comme j'ai un retour, il me faut régler les deux faces. C'est-à-dire cette face-là et cette face-là. Donc je commence par la plus petite, la tête. Donc je positionne mon fil à plomb. Alors je sais pas si on va le voir comme il faut. J'ai un jour en bas qui est d'à peu près 5 mm. Donc c'est beaucoup trop. Donc il demande à pencher vers la droite. Donc pencher vers la droite, on va taper du coup à droite pour le redresser. Et là on va voir que le jour se resserre. Voilà, là j'ai un jour vraiment infime. J'espère que vous le verrez bien en vidéo. Donc pour cette face là, on est parfait. On va répéter l'opération ici. Donc voilà, on attend qu'il se stabilise. Pareil, j'ai un jour un peu important. On va le taper, par contre il faut taper vraiment au milieu parce que comme on a réglé le devant, sinon on va dérégler en réglant ce côté. Donc on le tape. On peut taper aussi avec le manche pour être moins brusque. Hop. Donc là. Ça y est, le jour était devenu infime. On est bon. Comme on a tapé ce côté, on revérifie l'autre caméra. Voir si ça n'a pas bougé. Donc là, ça a bougé un tout petit peu, donc on le réajuste un tout petit peu. Voilà, et là on est bon. Donc là, cet aglo, l'extrémité est réglée. Donc maintenant, il va falloir faire l'autre extrémité. Donc là, en l'occurrence, ça va être pour le premier rang au niveau du rodin. Je vais me mettre un aglo ici. Je vais mesurer. Parce que là, c'est pas loin. Mes aglos, ils font 50. Donc moi, je pars entier de là-bas. Tac, 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 tac. Donc il faut que je sois un multiple de 50. Sinon, il va falloir une coupe. Donc là, j'ai 2,58 m. Donc j'ai 8 cm de trop. Donc une coupe de 8 cm. On peut la faire, hein, mais c'est s'embêter pour rien. Donc vous allez voir, on va tricher. Ça, c'est pas une bonne habitude que je vous donne, mais là, ça m'arrange de tricher. Donc je vais vous montrer c'est quoi une triche sur des joints. C'est-à-dire que quand la coupe est trop petite, soit ça fait une coupe trop fragile, soit on s'embête pour pas grand-chose. On va plutôt élargir sur le dernier aglo. On va élargir les joints verticaux.
Voilà, donc j'ai mis mon mortier au milieu. Comme tout à l'heure, je fais un boudin d'un côté. Et un boudin de l'autre. Je viens poser mon aglo, comme tout à l'heure, je le mets directement au-dessus du trait. Voilà, comme ça le bas c'est ok. Donc je vais le descendre un petit peu, voilà, comme ça. Le fil à plomb. Donc là, comme tout à l'heure, je penche trop vers l'extérieur. Si penche trop vers l'intérieur, le plomb en bas il sera en contact. Là il y a un jour trop important du coup, donc on penche vers l'extérieur. Je viens le rentrer. Hop, et là, le jour est devenu infime. Par contre, je me suis reculé du trait, donc je repousse en bas. Voilà, pour me remettre au trait. Voilà. Bon les amis, alors du coup maintenant on va positionner le cordeau. Moi j'utilise ce type de cordeau. C'est un accessoire qui coûte pas très cher. Ça vaut vraiment le coup de l'avoir. Sinon, en fait, vous allez voir quand je vais le positionner, il vous permet aussi d'avoir une ligne horizontale, un repère sur l'horizontalité des aglos. Donc si vous pouvez pas vous acheter ça, vous pouvez le fabriquer aussi avec 2 litos et des pointes qui vont vous faire à peu près ce truc là. Ça vous permet d'avoir vraiment le cordeau à l'arête en haut du mur. Et là, il est fait de manière à ce qu'il y ait un jour, parce que si le cordeau était en contact contre l'arête, ça nous fausserait notre repère. Il nous faut garder un léger jour de 1 mm ou 2 pour pouvoir régler nos aglos. Donc là, je l'installe d'un côté. Et de l'autre. Donc voilà, on voit qu'on a un très léger jour, mais du coup dans les deux sens, à la fois dans l'alignement et à la fois sur l'horizontalité du mur. Donc là, bon, tant qu'on n'a pas l'échafaudage et tout ça, on peut s'aider de la pelle. Donc moi ce que je fais, c'est ma technique à moi. Je prends vraiment un peu de mortier sur la pelle. Ça m'évite de me baisser et de faire 50 allers-retours. Je le pose au milieu comme tout à l'heure avec la truelle. Voilà, je me fais des petits boudins comme ça, les uns à la suite des autres. Et je viens prendre ma taloche et je viens du coup répartir. D'un côté, après voilà, moi j'aime bien faire ça, et le retour je mets de l'autre côté. Donc on prend nos aglos, hein, les alvéoles vers le bas, la partie pleine en haut. Donc on a, là maintenant on a nos repères fiables en bas et en haut, donc en bas le trait et en haut le cordeau. Donc on vient le poser. Voilà, aligné au trait. Donc en bas, je suis bon. En haut, j'ai un petit peu trop de jour, donc on va rétablir ça. Et là, on est bon. Donc j'ai mon horizontalité et ma verticalité de régler. Vous voyez, j'ai à peine 1 mm entre l'arête et le cordeau. On répète l'opération. Donc là je le descends parce que vous voyez, je suis plus haut que le cordeau. Donc là il est bon, là il est trop haut.
Voilà, maintenant on est bon. Et on est bon en bas, en haut et en horizontalité. Et comme je vous disais, pour éviter la coupe, du coup, le dernier, on répartit les joints. Les joints verticaux, du coup, on les fait plus larges. Et on répartit de chaque côté, que ce soit pas trop pénible à remplir. Voilà, en bas, je suis bon. Et en haut, je suis un tout petit peu trop haut. Voilà, je descends comme ça. Et là, on est parfait. Donc là, le petit rang il est monté, on va enlever le cordeau. J'ai mon surplus de mortier là qui est sorti, donc ça on le gratte. On le ramasse et on le met dans les joints. Donc ça, vous voyez, les agglos ils ont une alvéole là qu'il faut remplir. Donc là, quand on remplit après, on le tasse, vous voyez, il descend comme ça, voilà. Hop, donc on se sert de la truelle pour le bourrer. Voilà. Donc le mortier là qui bave, en fait il n'est pas gaspillé, il est remis dans les joints. À l'extérieur j'en ai un peu, je fais pareil. Voilà, et les joints on les remplit bien à fond. Donc là on arrive au joint où on a triché, donc là il va falloir un peu plus de mortier, mais il va aussi falloir le contenir le temps de le serrer. Donc voilà, on s'en prend une bonne truelle. Moi j'en mets une, voilà, au centre, et j'en remets une à côté là, même encore un peu plus parce que là il y en a beaucoup. Je vais en mettre une autre là, et là je vais m'aider de ma taloche. Donc je la mets contre et elle me sert à tenir le mortier le temps que je le serre. Donc je serre un côté. Je l'enlève en remontant vers le haut, pas vers le bas ni sur le côté. Je la mets de l'autre côté, je serre l'autre côté. Je l'enlève vers le haut. Voilà. Là c'est un petit peu bombé quand j'ai enlevé. Donc je mets ma taloche en haut pour me faire un arrêt. Voilà, je gratte sur l'épaisseur. Pareil de l'autre côté, je remets ma taloche à l'arête. Et je viens gratter en remontant, évidemment. Et voilà, là je suis bien à ras. En faisant ça, je me suis évité de faire une coupe à la disqueuse. Donc voilà, les deux choses sont bonnes, hein. On peut s'embêter à faire des coupes, ça fait des murs beaucoup plus propres. Je le fais parfois. Là ça n'a aucun sens. Parce que du mortier plein, c'est vrai que ça fait un pont thermique par rapport aux alvéoles. Là on est sur de la clôture, voilà, ça vaut pas le coup de s'embêter.
Là les amis, ma fondation est parfaitement de niveau. Ça c'est moi qui l'ai fait. Du coup quand on est bien de niveau, c'est beaucoup plus simple pour monter les agglos, faire des beaux rangs bien droits. Ça évite d'avoir des rattrapages et tout. Là je vais quand même avoir un rattrapage. En fait mon rodin, vous voyez mon aglo il dépasse un petit peu. Donc là si je regarde j'ai 3 cm d'écart. En fait moi le but de cet aglo c'est de rattraper ce niveau là. Là on le dépasse. Donc moi là en plus avec un mortier ferme comme ça c'est facile à rattraper. On va le prendre en compte. C'est-à-dire que maintenant ce rang là il va être entier. Il va partir d'un bout vraiment jusqu'à l'autre. Je vais le prendre en compte. J'ai 3 cm là. Donc la partie de rang qui va venir là-dessus, je vais faire un joint le plus mince possible. Donc je vais mettre un peu moins de mortier. Et je vais exagérer, là je vais en mettre beaucoup plus pour avoir un joint plus important et rattraper cette différence. Moi, c'est mon avis à moi, il y en a plein, ils font les murs en suivant et puis ils rattrapent après en haut avec une arase. J'aime pas faire ça. Je dis pas que c'est mal ou quoi, ou que ma façon est mieux. Ça c'est ma façon de travailler, j'aime bien quand les rangs sont bien droits. Psychologiquement, je sais pas, ça me fait du bien. Ça m'irrite les yeux quand je vois des vagues, ça me donne le mal de mer. Mais voilà, c'est que mon avis, je dis pas que le mur est moins solide ou quoi à cause de ça. Voilà, moi c'est ma façon de travailler, c'est ce que je vous apprends aujourd'hui. Libre à vous de faire comme vous voulez par la suite. Mais voilà, moi je vais prendre en compte ce décalage. On va faire un gros joint de ce côté, un joint mince là, pour attraper tout de suite le défaut. Donc là ça y est, le premier rang est fait partout. Donc vous voyez, j'ai compensé, j'ai fait un gros joint de ce côté là et un joint un peu plus mince de l'autre côté pour avoir une bonne base, une bonne planéité. C'est pas obligatoire mais c'est beaucoup plus simple pour la suite. Là également je peux vous montrer, j'ai un angle qui n'est pas d'équerre. Bon c'est normal hein, et c'est pas vraiment un problème. En fait ce retour que je vais faire un petit retour jusqu'à la ferraille là. Je le fais parallèle à ce petit muret parce que on va faire un escalier là qui va monter en haut du talus. Donc voilà, là j'avais besoin d'être parallèle pour avoir des marches droites. Et là être au plus aligné avec ce talus en pierre. Donc voilà, c'est ce que ça donne sur l'aglo. C'est qu'en fait là, je suis parallèle à là et on n'est pas d'équerre, on a un angle ouvert. Donc je pense que c'est assez visible là. On n'a pas un angle à 90. Donc ça fait un décalage après là d'un rang à l'autre. Et nous ce qui est important du coup c'est d'avoir l'aplomb parfait sur l'arête extérieure. Donc là maintenant qu'on a notre premier rang, les références sont les mêmes mais visuellement ça change vu que pour aligner le bas de l'aglo, ça va être l'arête supérieure du premier rang en fait, ou du rang d'avant. Là, du coup, on refait pareil pour le mortier. Petit boudin, voilà, pour pas remplir le... En fait, c'est pas grave s'il y en a qui tombent parce qu'on le nettoie avant de couler le béton. Mais moins il y en a et plus c'est simple. Donc, voilà, je vous recommande toujours ce petit boudin. En métal, comme tout à l'heure. Là c'est plus simple du coup parce qu'on s'appuie sur le... On n'a plus la taloche sur l'aglo du dessous. Donc c'est un peu plus simple pour étaler. Dans le premier rang il faut vraiment un peu s'appliquer, c'est un peu plus délicat mais après les rangs d'après sont beaucoup plus simples, enfin, moi je trouve. Donc voilà, là on peut positionner notre bloc d'angle. Donc là en bas vous avez vu j'ai fait une coupe parce que j'avais mesuré du coup et voilà il fallait que je parte avec une coupe et là maintenant on en met un entier pour que ça croise, c'est très important, il faut que ça croise au moins d'un tiers de la longueur d'aglo.
idéalement la moitié, mais bon après on s'adapte, il faut qu'il n'y ait pas moins d'un tiers, sinon ça nuit un peu à la solidité du mur au final, parce que c'est le fait qu'il soit croisé d'un à l'autre aussi qui fait qu'il se tienne. Donc là, voilà, on a une ça. J'ai ma ferraille qui me dérange un petit peu, donc je la repousse un peu, parce qu'elle, elle devait pas être d'aplomb. C'est lui qui fait chier, lui, je vais l'attacher. J'ai mis une petite attache comme ça, il arrêtera d'appuyer sur la go. Voilà. Ok, donc là je peux le mettre au mieux aligné là. Donc là c'est pareil, hein. C'est l'arête du haut de celui-là qui vient m'indiquer le bas de celui-là. De l'autre côté pareil. Donc là on a mis, il y a un petit boudin qui est sorti. Avec le poids de la gloss ça a écrasé le mortier. Donc là, pour pouvoir confortablement régler l'aplomb, on l'enlève. Donc on reprend notre fil d'aplomb, et ce que je vous expliquais en tout début de vidéo, on règle l'aplomb de l'aglo sur lui-même. Là je mets la fil à plomb simplement sur la hauteur d'aglo que je viens de poser. Donc là on voit qu'il penche vers l'avant, donc je tape arrière pour le redresser. Voilà, là il est bien. J'avais pas gratté ce mortier. Donc là il est bien, et maintenant je le fais descendre jusqu'en bas pour voir que je sois aligné avec l'autre. Donc là on le laisse se stabiliser. Et le jour est pas trop mal, il sort un petit peu donc je le rentre. Voilà, là on est bien. Maintenant on fait l'autre côté. Donc pareil, sur lui-même. Et là contrairement à tout à l'heure, vous voyez le fil à plomb, il touche. Donc ce qu'on peut faire, c'est écarter la platine d'en haut. Voilà, donc là en haut je vois que j'ai environ 3 mm de faux aplomb. Donc il faut que je le fasse basculer vers l'avant de 3 mm. Et là voilà, j'ai quasiment le jour que je veux. Voilà, là j'ai le jour que je veux, qui m'indique que l'aglo est bien d'aplomb. Et là je vais prolonger jusqu'en bas. Hop, vous voyez, en bas ça touche. Donc l'aglo du haut il a d'aplomb sur lui-même et il n'est pas aligné avec celui d'en bas, donc je le sors un peu. Voilà, et là on est bon. Là on a notre jour. Et donc là vous avez la référence qui est bien. L'aglo est d'aplomb sur lui-même et il est aligné avec celui d'en bas parfaitement. Et donc là c'est là où c'est intéressant de vous expliquer que le fil à plomb, en fait, comparé à un niveau, là vous avez une ficelle, vous prenez la ficelle, si vous avez un mur de 10 mètres de haut à aligner, vous allez pouvoir être parfait. Alors attention, il faut une bonne vue pour voir à 10 mètres plus bas. Mais c'est tout à fait possible, j'ai déjà fait une cage d'ascenseur qui faisait 15 mètres de haut. On applique cette méthode et voilà, du coup jusqu'en bas, ben voilà, tant qu'on a ce petit jour, on est d'aplomb. Avec un niveau on ne pourrait pas parce que les plus grands niveaux, ben, il faut 1 mètre, 1 mètre 50. Et donc après 1 mètre 50, comment on fait pour avoir la référence jusqu'en bas? C'est pas possible. Et de plus le niveau, ben, comme je vous disais, avec les défauts des aglos, ça fausse la mesure de l'aplomb. Donc là j'ai mon angle là prêt, je vais mettre l'autre là-bas. Donc là j'avais oublié de remplir ce joint, donc je le remplis tout de suite. Voilà. Là maintenant je fais mes petits boudins. Là pareil, dans l'angle on croise, donc là on est dans un angle, c'est un aglo dans un sens, un aglo dans l'autre. Donc là, important, j'ai pas mon angle droit, par contre je veux que mon arête là elle soit alignée.
Donc en regardant d'au-dessus, je profile mon arête avec celle d'en dessous. Je gratte l'excédent de mortier pour pas que ça me gêne. Donc je viens prendre mon aplomb ici sur lui-même dans un premier temps. J'ai un peu trop de jour donc il faut que je le rentre de derrière. Pas grand chose. Mais là on est pas mal. Allez, je descends jusqu'à l'arête d'en bas. Et là, je suis parfait. Maintenant, on prend l'autre face. Il vaut mieux prendre à la tête de l'agglo. Si après il est un peu en travers, c'est le cordeau qui va nous permettre de rectifier. Donc là, de ce côté-là, il est bon. Donc je vais reprendre ma référence d'en bas. On sort un chouïa trop, donc je le rentre. Voilà, là on est parfait. Donc maintenant que c'est fait, petite astuce, moi quand je suis à hauteur d'homme, avant de mettre le cordeau, je vais étaler mon mortier tout le long. Avec des petites pelles. Je viens faire mes deux boudins. Donc j'arrive là volontairement, ici j'en avais mis un peu plus pour faire mes boudins du raidisseur. Allez, je continue. Voilà, le mortier est étalé tout le long. Donc quand on fait une grande longueur comme ça, on essaie de pas s'endormir sinon le mortier commence à sécher. J'installe mon cordeau. Alors le cordeau, pour avoir l'horizontalité, il faut le tendre suffisamment quand même. Voilà. Donc là on voit que mon agglo il est un peu en travers. Donc comme j'avais voilà, bien réglé ça, voilà, donc là on est bon. Et là-bas je contrôle. Il est pas mal. Donc maintenant moi ce que je fais, la massette à côté. Donc on se met là, on va regarder l'arête du bas en premier. Donc là je m'aligne. Voilà, comme ça, et maintenant je vais régler le haut. Voilà. Mon agglo est réglé. Ah, j'avais oublié que là, il fallait que je triche. Bon, c'est pas grave, là je ferai une coupe. Comme ça vous verrez la différence.
Là, important quand on a un aglo, un raidisseur en plein milieu d'un mur, c'est très important d'aligner l'intérieur de la partie poteau. Donc l'aligner avec... voilà, pour avoir un poteau régulier, si on se décale, le béton va mal circuler et on n'aura pas la section de poteau qu'on devrait avoir. Là je l'ai un peu descendu, mais c'est pas grave. Là il y a juste quelques millimètres trop bas et ça sera rattrapé au round après. Ça vaut pas le coup que je le démonte pour le remonter. Attention aussi quand vous tapez à la massette, on peut donner des coups secs mais pas fort, parce que fort vous allez casser l'aglo, donc attention, c'est pour ça que des fois je préfère taper avec le manche. Voilà, si mon mortier il est plus souple que là, je préfère taper avec le manche parce qu'on a vite fait de casser l'aglo. Ou de le fêler, ça se voit pas forcément mais du coup il est fragilisé parce qu'on l'a fêlé. Voilà, là j'ai un autre truc à vous donner. Je l'ai tapé, ça a tassé le mortier en dessous. Du coup maintenant si je veux qu'il descende, parce que là il a besoin de descendre encore, si je veux qu'il descende plus, si je tape je risque de le casser. Donc ce que je peux faire, je le prends de part et d'autre et je le fais coulisser de gauche à droite. Voilà, comme ça décompresse le mortier et il descend. Donc là on est bon, je vais faire la coupe de là. Dans les palettes d'agglos, il y a des agglos qui sont prédécoupés. Alors soit vous prenez la mesure, vous découpez à la meuleuse. Souvent je fais ça, mais il y a des agglos qui sont prédécoupés. Vous voyez, celui-ci il est prédécoupé, donc 1/3, 2/3. Moi j'aurais besoin de la partie tiers, je pense qu'elle rentre à vue d'œil, on va quand même le vérifier. Si elle rentre pas, je serai obligé de disquer. Et les amis, elle rentre pas. Donc on est comme des cons, il faut disquer. Allez, petit point important. Donc j'ai fait une coupe. Donc là, les ailettes, les oreilles, moi j'appelle ça les oreilles, pour créer le joint vertical. Et là, comme j'ai coupé, vu de dessus, on n'a rien. Donc c'est important de pouvoir bourrer un joint vertical. Donc là, on a les oreilles. Là, on n'en a pas. Donc il ne faut pas le mettre comme ça, sinon on ne pourra pas avoir ce joint vertical. Donc il faut faire gaffe au sens de pose. Donc là maintenant vous voyez, on a de quoi bourrer un joint vertical de chaque côté. Si je l'avais mis dans l'autre sens, ça n'aurait pas été le cas. Voilà, donc là, la rangée est faite. J'enlève mon cordeau.
J'avais laissé ce côté-là, donc là je le gratte et je l'envoie dans les joints. Quand on gratte, vous voyez, ça laisse des grains là qui ressortent, qui peuvent être gênants après pour l'enduit. Donc une fois que j'ai gratté, je prends ma truelle à plat et je viens faire ça. C'est un détail, mais du coup après quand on vient faire l'enduit, on n'a plus rien qui nous gêne. On a un support bien propre. Moi je le fais à la truelle, mais ça peut aussi être avec la taloche. On peut très bien prendre ça à taloche. Ça vient casser les grains qui dépassent. De l'autre côté? De l'autre côté, en fait, ça va être emblayé. Donc, l'autre côté, j'ai pas besoin qu'il soit aussi propre. On va récupérer le mortier des joints quand même. Voilà. Voilà, donc là maintenant il n'y a plus qu'à répéter l'action jusqu'à la hauteur que vous désirez. Donc moi là ça va être 2 mètres, quand même un mur assez important. J'ai le retour à faire. Donc là j'ai monté 3 rangs comme je vous expliquais, ça se croise dans les angles. Donc là maintenant il va falloir que je monte 3 rangs de ce côté pour pouvoir continuer. Sinon là je peux plus croiser. Donc là, on arrive à la dernière partie de la construction de ce mur. Donc c'était pas trop le but de la vidéo, mais je vais quand même vous en parler. Je fais une arase en incorporant une ferraille du coup pour rigidifier ce mur. Il sera légèrement remblayé, donc il y aura un peu de pression. Dans une arase ferraillée, du coup, on parle de chaînage. Voilà, c'est un rôle de chaînage du mur. Je le fais par précaution. S'il n'y avait pas eu de poussée horizontale sur le mur, je l'aurais pas fait. Parce que c'était pas nécessaire. Mes agglos étaient suffisamment droits pour m'éviter une arase. Donc là, aucun intérêt de rattrapage de niveau. Là, mon but, c'est vraiment de renforcer l'ouvrage parce que il y aura quand même environ 50 cm de remblai derrière. Ça fait pas une poussée énorme, mais ça fait quand même une légère poussée. Et pour sécuriser la chose, je fais ce chaînage, voilà. Je vous ai passé le coffrage, rien de bien compliqué. Voilà, j'ai mis mes planches bien de niveau, avec des serre-joints et des Kajekov. Donc,
Voilà, tout est bien de niveau. Je vais en même temps couler mes poteaux, en même temps que ce chaînage. Comme ça fait quelque chose d'uniforme et de un peu plus solide. Il y a des équerres voilà, qui viennent reprendre dans les ferrailles des raidisseurs. Donc ça fait vraiment, c'est ça voilà, que je vous disais qui fait la résistance du mur. C'est vraiment toutes ces parties en béton armé. Donc là, avec la pelle, j'arrive directement à couler mon chaînage. Je salis un petit peu le mur, mais bon, c'est pas très très grave, il y aura un enduit à la fin. Donc j'avais pas l'aiguille vibrante là, j'ai fauté, mais du coup je me sers de ma truelle pour bien tasser le béton. L'épaisseur est pas très importante, donc c'est pas très très grave. Et voilà, quand même je nettoie mon échafaudage à la fin. 2 mots là sur ce camion de pierre. Donc j'ai récupéré des grosses pierres pour mettre sur les 2/3 de la hauteur du mur. Voilà, en remblai, de manière à ce que ça limite la poussée. Parce que les pierres vont pas se tasser, donc il n'y aura pas le problème de poussée horizontale. Et également ce que ça draine. Donc toutes les eaux pluviales ne vont pas venir créer une pression. Ce sera drainé par ces pierres et évacué après par des trous. Voilà, on a eu la visite d'un inspecteur. Comme vous avez pu le remarquer, c'est assez fréquent sur mes chantiers, donc il a contrôlé l'ensemble de la longueur du mur. Je sais pas si ça a convenu, on n'a pas eu le rapport. Ok, donc là, la rase a séché, on passe au décoffrage. On voit les trous en bas de mur. On arrive à la fin de cette vidéo les amis, j'espère que ce contenu vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, on continue ce chantier, donc on fait l'escalier ensemble et les enduits de finition. En attendant, portez-vous bien, si le contenu vous a plu, merci de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine.